Selon le rapport annuel du département d'État des États-Unis de 2008, il y aurait eu dans le monde en 2006 et 2007 jusqu'à 14 500 attentats terroristes par an. À l'exception de quelques-unes, toutes ces attaques aux explosifs classiques se sont déroulées en dehors des pays occidentaux, en majorité en Irak et en Afghanistan. Dans nos pays, pourtant, les discours politiques habituels prédisent une attaque terroriste qui emploierait des armes chimiques ou biologiques, des armes dites non conventionnelles. La lutte contre le terrorisme étant avant tout une affaire de professionnels du renseignement et des services secrets, où par définition et souci d'efficacité, les secrets sont bien gardés, l'information à propos du terrorisme ne participerait-elle pas alors plus de la manipulation que de l'analyse ? Ce film se veut donc prudent, sans évocation spectaculaire. Le dispositif du plasticien Laurent Grasso symbolise à lui seul toute la complexité du sujet. Cette fumée serait la fumée de toutes les catastrophes probables. Attentats, accidents industriels, cataclysmes nucléaires, bouleversements écologiques. Cette fumée symboliserait aussi le rideau de fumée établi par la plupart des discours sur la question. Beaucoup d'experts pensent effectivement qu'il ne faut pas évoquer de manière trop importante la perspective d'un attentat chimique et biologique parce que cette évocation nourrirait l'intérêt des terroristes pour ces armes. C'est effectivement l'horreur et la terreur qu'évoquent dans les opinions publiques ces armes qui suscitent l'intérêt des terroristes. Et plus les gens ont peur, plus les terroristes seront susceptibles d'utiliser ces armes, ou en tout cas tenter d'utiliser ces armes. Et le terrorisme, c'est de la violence plus de la communication, c'est-à-dire que si l'acte terroriste n'est pas relayé d'une façon ou d'une autre par des médias, s'il n'est pas porté à la connaissance de la population, il n'a pas d'effet. La violence elle-même va faire un nombre généralement limité, sauf quelques exceptions, mais un nombre limité de victimes. L'efficacité de l'acte terroriste, c'est la peur qu'il va créer au sein de la population. Et donc il y a un effet multiplicateur de la violence par le fait des médias, c'est ce qui est recherché par le terrorisme. Oh, shit! What's this other jet doing? Holy fuck! Oh my God! Jesus fucking Christ! Chris, are you... Don't touch it. Oh my God! Oh my God! Oh no! Oh no! The whole building's gone. Holy fucking Jesus! Depuis le 11 septembre 2001, il faudrait donc nous attendre à trouver n'importe où, à n'importe quel moment, un colis suspect dissimulant une arme chimique contenant une substance toxique, gazeuse, liquide ou solide, ou une arme biologique utilisant des organismes vivants, bactéries, virus, champignons, etc., destinés à propager la maladie et la mort. Nous ne pouvons exclure la réapparition d'une menace majeure, de quelque nature qu'elle soit, qui mettrait en péril la survie même de la nation. Alors aujourd'hui, la menace immédiate, c'est celle d'une attaque terroriste. Et grâce à l'efficacité de l'ensemble de nos forces de sécurité, la France n'a pas été atteinte au cours de ces dernières années. Mais la menace est là, elle est réelle, et nous savons que cette menace peut prendre demain une forme nouvelle, encore plus grave, avec des moyens radiologiques, chimiques et biologiques. L'explosif conventionnel reste le moyen le plus, je dirais, le plus facile et le plus répandu pour une entité terroriste, eh bien de perpétrer ces actes abominables. Heureusement, il y a encore très peu de précédents en matière de terrorisme NRBC. NRBC, pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cette abréviation désigne toutes les armes dites non conventionnelles que les Américains ont baptisées armes de destruction massive. Le 18 novembre 2008, la préfecture de police parisienne organise un exercice, une simulation d'attentat dans le métro, afin de tester les procédures opérationnelles pour faire face à l'explosion d'une bombe dite sale, comportant des éléments radioactifs. C'est donc un exercice qui fait intervenir donc une explosion au métro Saint-Fargeau dans une rame en station. Et là, évidemment, par convention d'exercice, on a plusieurs morts, des blessés graves, des blessés légers. Vous allez voir dans tous les différents ateliers.
Pendant ce temps-là, bien sûr, les services de la PJ et du laboratoire examinent la zone. Et c'est là qu'ils vont voir sur l'autre quai un autre engin qui, celui-ci, n'a pas explosé. Nous allons donc descendre au fond de la station Saint-Fargeau. On peut s'approcher si vous voulez bien. Il y a actuellement, sur nos allumettes, voilà, une radio Rascolto. Il s'agit là d'un scénario qui est qualifié de réaliste. La matière radiologique est une matière accessible. Un grand nombre de substances radioactives sont utilisées par les industriels et donc il est très, je dirais pas facile, mais enfin il est relativement facile pour une entité terroriste de se procurer des matières radioactives en les subtilisant sur des sites industriels, notamment dans des hôpitaux. On utilise aussi beaucoup de matières radioactives. Un attentat à l'explosif classique a un impact ponctuel limité à l'instant de la déflagration dans un périmètre réduit. Dès que tu as des brancards, c'est parti pour la chambre de combat. La portée des armes chimiques est circonscrite dans le temps et l'espace. Par contre, une arme nucléaire tue dans une zone bien plus vaste et possède surtout une durée de nuisance quasi infinie à l'échelle de la vie humaine. Toutes les particules radioactives inhalées ou ingérées au moment de la déflagration commenceront lentement leur œuvre de mort, sans possibilité de décontamination. Enfin, les épidémies déclenchées par des armes biologiques ne sont pas contrôlables et peuvent infecter ceux-là même qui les utilisent. Est-ce pour cette raison qu'aucune arme utilisant un virus n'a, à notre connaissance, jamais été utilisée ? C'est d'ailleurs la première fois que l'on fait une simulation de ce type. C'est également la première fois que l'ensemble de ces services travaillent ensemble. L'exercice se fait ce soir. Il y aura bien entendu ensuite un débriefing pour voir là où il aurait pu y avoir un certain nombre de difficultés et également comment les améliorer. C'est, je dirais, le travail normal, celui qui garantit que, quelles que soient les circonstances, il y a une capacité de réaction mise en œuvre. À notre connaissance, à 2 ou 3 exceptions près, seuls des explosifs classiques sont utilisés dans le monde pour perpétrer des attentats. Et aucun d'entre eux n'a encore été commis à l'aide d'une bombe sale renfermant des éléments radioactifs. Si une des fonctions de l'État est de prévoir toute éventualité d'attentat ou de catastrophe, n'est-ce pas aussi son rôle de rassurer au lieu d'accentuer le caractère anxiogène de ce genre d'opération ? L'utilisation de la peur des attentats comme arme politique est une réalité. L'exemple américain est de ce point de vue édifiant. La référence continuelle des autorités américaines à l'existence d'armes de destruction massive. Ici, une petite fiole censée contenir de l'anthrax brandi par Colin Powell aux Nations Unies a servi de prétexte essentiel pour mener la guerre en Irak. Une association de citoyens américains pour une éthique de la vie publique notait que George W. Bush et 6 de ses plus proches collaborateurs avaient menti à 935 reprises entre le 11 septembre 2001 et le début de la guerre contre l'Irak en mars 2003 à propos du danger que représentait ce régime pour les États-Unis. Au moment de la première guerre du Golfe, 10 ans plus tôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé du contrôle strict de l'armement de l'Irak. Depuis, à part l'acquisition d'agents neurotoxiques dénoncés en 1995, les inspecteurs de l'ONU n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive. La France et l'Allemagne, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, obtenaient un vote majoritaire contre la guerre. We are all involved, implied, to try to solve peacefully this crisis. There are the risks on the one hand of possible weapons of mass destruction and threats from Iraq. You have to balance that with the threats and risks of a possible war, humanitarian risks and the risks of regional destabilization. Monsieur El Baradei et Monsieur Hans Blix, qui dirigent la commission de contrôle ici en 2003, n'ont effectivement rien découvert. And as Dr. Blix have said, we both hope that an inspection will be an alternative to war and a way to move forward through peaceful means. En Irak, les perquisitions pour débusquer des armes de destruction massive, armes chimiques et biologiques se multiplient en vain. Par contre, les dépenses de la recherche militaire des États-Unis pour ces mêmes armes explosent. Les estimations d'un conseiller scientifique de la Défense indiquent 91 millions de dollars en 1998
336 millions de dollars en 2000, 2,885 milliards de dollars en 2001, pour aboutir à 5,4 milliards de dollars par an actuellement. Tony Blair justifie la guerre contre l'Irak avec la même prédiction apocalyptique d'utilisation d'une bombe sale. And the purpose of that terrorism, in possession of weapons of mass destruction, even of a so-called dirty radiological bomb, is now, in my judgment, a real and present danger to this country, to Britain, to our national security. We had a picture yet? Would you like a picture? Permanence du discours. Quand George Bush annonce la fin de la guerre avec l'Irak, la mise en scène réalisée par un ancien producteur hollywoodien de télévision transforme la propagande en une jolie image d'actualité. The liberation of Iraq is a crucial advance in the campaign against terror. We've removed an ally of Al-Qaeda. No terrorist network will gain weapons of mass destruction from the Iraqi regime because the regime is no more. Nous savons tous aujourd'hui que George W. Bush a menti délibérément. C'est un tout autre tableau qu'il aurait dû esquisser. Premièrement, la guerre en Irak n'a pas arrêté la menace terroriste, elle a même suscité beaucoup plus de vocations, le nombre d'attentats a considérablement augmenté. Deuxièmement, on n'a jamais pu établir clairement de lien entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda. Troisièmement, on n'a trouvé aucune arme de destruction massive sur le sol irakien. George W. Bush aurait dû dire que depuis 1925, malgré tous les protocoles et les accords internationaux d'interdiction des armes non conventionnelles, il est probable que la plupart des grandes puissances ont mené ou mènent des recherches sur ces armes de destruction massive. Pour vous défendre contre une arme biologique, vous êtes obligé de travailler sur des mécanismes qui peuvent aussi servir à fabriquer une arme biologique offensive. Et donc, un certain nombre d'États sont soupçonnés sous des programmes de recherche apparemment défensifs, et bien de mener des activités offensives. C'est le cas, ça a été le cas des États-Unis il y a quelques années. L'utilisation des armes chimiques par l'Irak pendant la guerre qui l'opposait à l'Iran de 1982 à 1988 n'a pas troublé la conscience des gouvernements occidentaux. L'Irak, rempart contre l'islam, était un allié à protéger. Le 16 mars 1988, on relevait 5000 morts à Halabja, une ville de 60 000 habitants située à l'extrémité sud du Kurdistan irakien, à quelques kilomètres de la frontière iranienne. La population de la ville tombée dans les mains des Peshmerga, maquisards de l'Union patriotique du Kurdistan, alliés des Iraniens, fut décimée par les gaz des bombes de l'aviation irakienne. Comment le régime irakien a-t-il pu massacrer sa propre population ? Les Irakiens ne sont pas les premiers à utiliser l'arme chimique en temps de guerre. De 1961 à 1973 au Vietnam, pour détruire la forêt tropicale, les Américains ont déversé de façon massive l'agent orange, qui continue aujourd'hui à provoquer des cancers. De 1963 à 1967, les Égyptiens se sont servis d'armes chimiques contre leurs voisins du Yémen. En 1938, les troupes impériales japonaises firent de même contre les Chinois. Et en Abyssinie, l'armée italienne de Mussolini mena sa guerre de conquête coloniale en utilisant les mêmes armes en 1935. La plupart des agents chimiques qui sont utilisés lors de la guerre Iran-Irak sont des agents qui datent, pour beaucoup d'entre eux, de la Première Guerre mondiale. On pense au gaz moutarde, qui est le principal gaz utilisé par les forces irakiennes dans ce conflit. Le détournement des progrès de la médecine a permis le développement des armes dites de destruction massive. En 1874, l'observation par Robert Koch des bacilles de la maladie du charbon, l'anthrax, permit la mise au point de la première arme non conventionnelle. Dès 1914, des espions allemands empoisonnent le bétail des Alliés avec de l'anthrax. Le chimiste allemand Fritz Haber met au point pour l'utilisation sur le champ de bataille du chlore, du phosgène, de l'hypérite et du gaz moutarde. Ces images, tournées par des opérateurs de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, présentent des protections dérisoires contre les gaz de combat.
Elles prétendent prouver que les troupes françaises étaient bien protégées. Ces images participent du bourrage de crâne, selon la formule critique de l'époque. Elles symbolisent aujourd'hui la difficulté de trouver une parade contre ces attaques, qu'elles soient chimiques ou biologiques. La première attaque chimique de l'histoire s'est déroulée le 22 avril 1915 à Ypres, en Belgique. Selon les sources, il y eut en une seule journée entre 2000 et 5000 morts et jusqu'à 10 000 blessés. Fritz Haber a proposé à l'état-major de l'armée allemande au début de l'année 1915 d'utiliser du chlore dans les tranchées. Et il a été à l'origine de la guerre chimique pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui a dirigé le programme chimique allemand pendant toute la Première Guerre mondiale. Et à ce titre, il est considéré comme le père de la guerre chimique moderne. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se voit interdite de travailler sur les armes chimiques et un grand nombre de chimistes éminents allemands vont se mettre à travailler sur les pesticides. Et c'est dans le cadre de ces travaux sur les pesticides que vont être découverts le sarin et un certain nombre de gaz neurotoxiques. Le sarin est constitué de substances qui pénètrent soit par les voies respiratoires, soit par simple contact avec la peau. Une microgoutte suffit à inhiber la transmission de l'influx nerveux. Des doses infimes peuvent entraîner l'arrêt de la respiration et du cœur. Dans l'Allemagne nazie, le tabac est inventé en 1936, le sarin en 1941, le saumon en 1944. En 1953, c'est en Grande-Bretagne que le VX est mis au point. C'est le même Fritz Haber, prix Nobel de chimie de 1918, qui invente le Zyklon B. Mort en exil en 1934, il ne saura rien de l'utilisation de ces granulés à Auschwitz. Tous ces produits étaient officiellement présentés comme d'innocents insecticides, comme cherche à le démontrer probablement ce film sur l'utilisation du Zyklon B. Quant au docteur Gerhard Schrader de la société IG Farben, ses recherches lui permettent de découvrir les premiers neurotoxiques tabac et sarin destinés essentiellement à la destruction des insectes. Et c'est justement le sarin qu'utilisent des terroristes pour la première attaque chimique d'envergure le 20 mars 1995 à Tokyo. À 8h20 du matin, le gaz se répand sur 3 lignes de métro qui se croisent à la station Kazumi-Gaseki. Il y eut 4700 personnes intoxiquées et 12 morts. L'enquête conclut que les auteurs de l'attentat appartenaient tous à une même secte. Quand on a jugé Shoko Asahara, le gourou de la secte à Aum Shinrikyo qui avait gazé le métro de Tokyo en 1995, même après le jugement, on est toujours incapable de dire ce qui lui est passé par la tête et pourquoi lui, et il n'était pas tout seul, il y avait toute une organisation derrière lui, avait décidé de gazer la population de Tokyo dans le métro. Les membres de la secte Aum avaient effectué sans succès des essais si nombreux que cet épisode démontre surtout la difficulté de la manipulation du sarin. Le gourou attendait la fin du monde. Avait-il voulu précipiter le destin ? Depuis cet attentat dans le métro de Tokyo, eh bien, plus rien ne sera jamais pareil en matière de terrorisme chimique et biologique, puisque nous savons que c'est possible, que ça a été fait et que ce sera probablement refait un jour. Le 21 septembre 2001, 10 jours après l'effondrement des Twin Towers, C'est un gros truc qui est tombé dessus, c'est un morceau de l'usine qui est tombé là. On a eu un grand boom, regardez sur la capot de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. une explosion secoue AZF, une usine chimique de la banlieue de Toulouse. Vous êtes le directeur ? Je suis le directeur adjoint. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une explosion, on s'est tous retrouvés dans l'état où on est là. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc notre première priorité, c'est d'évacuer les blessés. Et j'ai fait évacuer à l'hôpital Marchand qui est à côté la plupart des gens valides parce que nous avons potentiellement un problème de gaz, de fuite de gaz dans l'usine. AZF, pendant longtemps, on sait pas si c'est un accident, on ne sait pas si c'est un attentat. Et concrètement, sur le terrain, ça se passe, que ce soit un accident ou un attentat, les conséquences sont les mêmes, quoi. Et comme pour un dossier secret défense et même après le passage en justice, nous ne saurons probablement jamais toute la vérité sur cet accident. En 1986, un groupe terroriste opérant en France envisageait de faire exploser une bombe dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.
Les conséquences de cet attentat auraient été semblables probablement à la catastrophe de Tchernobyl. Les évacuations de population, les délimitations de zones interdites, l'essai de décontamination. Toutes ces mesures prises par la protection civile sont les mêmes en cas d'accident ou en cas d'attentat. Se préparer à subir des catastrophes naturelles ou accidentelles, c'est aussi se préparer à réagir à des actes terroristes. La rénovation complète d'ailleurs du système d'information en temps de crise va aboutir au fait que via Internet, via les médias, via des SMS, toutes les personnes qui sont concernées par une crise et qui ont des mesures à prendre pourront être directement touchées pour des conduites à tenir. Et là également, il y a un gros travail d'anticipation pour des personnes qui vivent dans des zones dans lesquelles il y a des usines chimiques ou dans lesquelles il y a des installations classées. Il y a également un travail d'information et de prévention de manière à ce que la survenance de la crise puisse avoir été préparée. Il faut toujours s'attendre au pire si on veut que ça se passe le mieux possible. Le pire est toujours à venir. À Madrid, le 11 mars 2004, 191 personnes sont tuées dans plusieurs attentats perpétrés avec des bombes classiques. L'impact de l'attaque est d'autant plus important que les terroristes ont choisi de frapper en pleine campagne électorale. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Y que nadie se llame a engaño. Solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados. Le paysage politique espagnol se redessine complètement à la suite de l'attentat. Pour une fois, l'instrumentalisation de la terreur ne permet pas de gagner des voix. Les politiciens au pouvoir perdent une élection prétendument gagnée à l'avance parce qu'ils apparaissent comme des manipulateurs insensibles en attribuant l'acte terroriste aux séparatistes basques, alors que tout indiquait la signature d'Al-Qaïda. Le 7 juillet 2005 à Londres, d'autres bombes éclatent, toujours des armes conventionnelles qui font 56 morts. Que ce soit en Angleterre, en Espagne, ou les filières qui ont été démembrées en France par l'action préventive des services de renseignement, de police, de gendarmerie, on a finalement des gens qui sont des gens tout à fait ordinaires, qui ont un travail, qui sont intégrés, qui ne sont pas des clandestins, contrairement par exemple aux terroristes des groupes de l'ETA, qui sont des clandestins, et donc ce sont des gens qui ont pignon sur rue et qui vont commettre à un moment de leur existence ou qui vont tenter de commettre un acte terroriste. Après des enquêtes approfondies, la police britannique et la police new-yorkaise arrivent à la même conclusion. Impossible de déterminer par avance le profil des personnes capables de commettre un attentat. Du point de vue policier, chacun d'entre nous est un terroriste en puissance. Comment les pays de la communauté européenne doivent-ils réagir? Ont-ils réellement la volonté politique de mener une action commune? Mais pourquoi toujours communiquer sur un modèle d'attentat qui n'arrive pratiquement jamais? Des manœuvres ont eu lieu le 27 octobre 2002 à Kandjouers. Il y a environ une centaine d'intervenants, de spécialistes européens, avec une très grande quantité de matériel qui est arrivé soit par avion, soit par convoi routier. Sur l'ensemble du scénario, il y a une pointe qui est prévue de près de 1200 personnes, inclus les acteurs que nous voyons ici, qui jouent les personnes blessées. Nosotros tenemos un equipo de 20 personas, una unidad especial de intervención química. Va actuar en el simulacro. Désormais, le feu, les catastrophes, les tremblements de terre et ce type d'émergence ne connaît pas les frontières. Hein? Alors il faut travailler ensemble. Esquissons une hypothèse. Si selon certains sondages, les Européens craignent plus la mondialisation que les attentats, l'agitation qui entoure la possibilité de l'attentat et la peur qu'elle inspire ne les détournerait-elle pas de leur peur principale? Civil protection concerns the protection of our citizens, and it has to be done in each and every member state as close to our citizens as possible. But here we can help to make sure that we mobilize quickly all these experts also on issues like protection against nuclear fallout, to make sure that we protect ourselves against biological and chemical warfare. Hasard de l'actualité, 4 jours avant la simulation d'attentats organisée par la Commission européenne, un commando tchétchène prenait le contrôle d'une salle de théâtre à Moscou.
Pour précéder l'assaut, les forces de l'ordre utilisèrent un gaz incapacitant neurotoxique réputé non mortel. Ce gaz était censé anesthésier ou calmer. Pourtant, 120 personnes parmi les terroristes et les otages mourront. La version officielle parle de la réussite de l'assaut qui a permis la fin de la prise d'otages et de l'extermination des terroristes tchétchènes. L'autre version officielle parle des glorieux combattants tchétchènes morts en martyrs, assassinés par les policiers russes utilisant des armes contraires aux lois de la guerre. C'est l'histoire qui juge. C'est vrai que certains terroristes n'ont jamais été que des terroristes parce qu'ils n'avaient aucune légitimité. Et puis d'autres groupes qui ont été considérés à un moment de leur existence comme terroristes ont finalement acquis une véritable légitimité parce que c'était une véritable lutte politique avec de véritables fondements. Mais ça, il n'y a que l'histoire qui peut juger. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gouvernements ou de régimes qui, à un moment de leur histoire, ont été considérés comme des groupes terroristes. Depuis le discours du président américain Barack Hussein Obama au Caire le 4 juin 2009, nous savons que les relations entre l'islam et l'Occident peuvent être différentes. La mort de 10 soldats du contingent français en Afghanistan paraît un prix bien trop élevé dans la conduite d'une guerre que personne n'envisage de gagner. Nous n'avons pas le droit de perdre là-bas. Nous n'avons pas le droit de renoncer à défendre nos valeurs. Nous n'avons pas le droit de laisser les barbares triompher. Car la défaite à l'autre bout du monde se payera d'une défaite sur le territoire de la République française. Mais quelles sont ces valeurs? Peut-on encore parler de barbares au XXIe siècle? Quand tout est permis dans le combat contre la terreur, le contre-terrorisme ne commence-t-il pas à se confondre avec le terrorisme? Et la terreur ne finit-elle pas par prendre la pensée en otage? Symbole paradoxal, 300 sculptures de Rodin furent pulvérisées dans l'attentat du 11 septembre. Quant au risque terroriste, depuis le début de la crise financière, il ne fait plus la une des journaux en permanence.